bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 45. 45. Bonjour Vivien. 45. Bonjour Kev. 45 c'est ni 55 ni 35. ni 25. ni Ni 12, 54. ni 12, ni 13, ni 14, ni 19, 46, 47, l'âge de Ni. Olivier. ni Et moi, tu me demandes pas comment ça va. Bonjour, ça va Bonjour bien? Kevin. Ça va et toi? Ça va. Bonjour, ça va Olivier? Écoute, ça va super bien. Laisse parler le petit dans son coin. Tiens, parle au mur, Vivien, c'est bien. Ça va très bien, Kevin. Ok. Merci beaucoup. Coucou. Tu es un mur. Il est pas très tu sais, parle pas beaucoup. Il est pas bavard, Bavard. le mur. Je vais l'appeler bavard. Non, pas bavard, hein, bavard. Hein. Bavard, c'est un éléphant, ça n'a rien à voir. C'est notre intro la plus éclatée du monde. Éclaté du monde. Je sais pas pourquoi, je suis très chantant aujourd'hui. Tu peux revenir. Alors, mets ton bonnet d'abord. C'était tout pour moi, c'est mon dernier épisode de la saison parce que moi j'en peux plus, je craque. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Vivien? Ah direct, on fait pas d'intro. Ça fait 2 minutes qu'on a enregistré, vous avez dit que de la merde. Si ça continue comme ça va mal se goupiller. Moi je vous dis, j'ai un plan, on va le suivre à la lettre, il n'y a pas de débordement. Ici c'est pas une manif, ok? Oui monsieur. Pardon. Oui, pas de débordement. Donc, Vivien, de quel film allons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît? Aujourd'hui, nous allons parler de la glorieuse histoire de 300 bodybuildés au crayon face à des millions de Perses. Bienvenue dans 300. 300, un film de 2006 de 115 minutes réalisé par Zack Snyder avec comme acteurs principaux Gerard Butler, Dominic West, Lena Headey, David Weinman, Michael Fassbender et plein d'autres personnages. Il a coûté 65 millions de dollars et il en a rapporté 456 millions, hein, pas juste dollars. Donc on peut dire que c'est un succès. Je pense que ça va. C'est pas beaucoup d'argent, hein, au final. Il a pas coûté cher, finalement, le film. Olivier, tu peux nous faire cette première scène? Oui, tout à fait. En fait, la première scène va nous raconter deux choses. Va nous présenter Sparte et faire l'apologie des Spartiates au travers le prisme de l'adolescence, de la jeunesse, plutôt de son futur roi Léonidas, qu'on va suivre enfant, en train de faire son... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, de faire son rituel de passage dans la vie adulte, affronter un loup dans de la neige parce que c'est en Grèce et c'est donc tout à fait normal, un loup qui ressemble plutôt à un loup démoniaque, et donc cette première scène qui est très sombre, hein, très très noire, nous plante à la fois vraiment la vigueur d'un Spartiate, son leitmotiv qui est la bagarre pour Sparte, au travers donc les yeux et l'accomplissement de Léonidas. Puis s'ensuit une ellipse et on arrive directement dans le film. 300, c'est la guerre des Thermopyles. Les Perses contre les Grecs et enfin les Spartes et après les Grecs. Ça sera dans le deuxième épisode, ça. Et on va faire un léger tour d'horizon des personnages principaux parce que ils ont aucun fond. Les Spartiates sont tous les mêmes en fait. Ah, tout à fait. Quand tu regardes bien, un Spartiate c'est 300. T'as donc ceux qui disent la reine, la reine des Spartes, t'as le traître, qui est le sénateur, et t'as Xerxès. On va faire un tour succinct et rapide. Donc Vivien, parle-moi de Léonidas, s'il te plaît. Léonidas, donc c'est une boîte de chocolat. Voilà, on a évacué ça. Maintenant, on peut bosser correctement. Léonidas, c'est le roi de Sparte. C'est l'enfant qui nous est présenté au Vivien, début. Vivien, Ouais. Sparte. C'est l'enfant. Sparte. Donc c'est le roi de Suisse, présenté au début du film comme enfant. C'est celui qui a vaincu le loup dans les neiges de la Grèce. Et bah, c'est celui qui va dépêcher un bataillon pour partir affronter l'armée perse à Thermopyles. Thermopyles. Mais moi je voulais que tu me parles de lui, pas de ses Ah, actions. de lui. C'est un homme droit, juste et fort. Globalement, c'est un dur à cuire qui a pas peur de mourir parce qu'il meurt pour son pays et mourir en martyr, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Mais comme les autres en fait, comme les autres Spartiates. Et voilà, c'est un gars, faut pas l'insulter, faut pas lui dire s'agenouiller parce que sinon il te balance dans le vide. Et c'est un gars qui est fier de lui, qui aime sa femme, qui aime son enfant. Aimer son enfant, je suis pas sûr. Oh si, il aime son gosse, chose que... Non, je suis désolé que non.
à la fin, quand il envoie Dilios ou je sais plus, Demios, je sais plus trop quoi, il a juste un message pour sa femme. Hein. Ouais, c'est vrai. Son fils, il s'en bat les couilles. Parce qu'un Spartiate n'a pas d'émotion. Ses derniers mots d'ailleurs à Léonidas sur le champ de bataille, c'est ma femme, mon amour, et c'est tout, je crois, avant de se prendre 2-3 flèches. Mais en gros, un Spartiate, c'est un Vulcain avec des muscles. C'est l'honneur. Le Spartiate, c'est l'honneur et la force. Et c'est Aou Aou Arrête, Aou tu vas faire une crise d'hypoglycémie. Non. Olivier, tu peux me parler de sa femme reine? C'est le seul personnage féminin du film, de fait. Quel rôle elle a dans la société spartiate présentée dans le film? C'est assez flou. C'est la femme du roi. Elle aime son roi l'aime. Elle a aucun droit de parole au conseil, parce que ça va être tout un aspect des négociations internes pendant que son mari est parti en classe de mer avec ses 300 copains, au Thermopyles. Du coup, je ne saurais pas trop quoi dire. Elle est bienveillante, elle va tout faire pour mettre en œuvre en fait les déplacements de l'armée de Sparte pour venir en aide à son mari qui est en train de faire la bagarre, comme je disais. Mais à mon sens, elle est absolument pas développée. Ce personnage est absolument pas développé. Au-delà de ça, elle est bienveillante, aimante, elle s'occupe de son fils, elle s'occupe de son mari, elle répond aux faveurs de son mari, et c'est à peu près tout ce que moi j'ai de notable à dire sur elle en fait. Ce qui est dommage. Mais ce n'est pas un film historique. Du coup, c'est pas du tout le propos du film de s'intéresser à la reine. Non, parce que le film est juste là pour nous montrer des bagarres. Elle ne sert qu'à ça. Elle s'est inspirée, c'est tiré d'une nouvelle graphique de Frank Miller. Donc je pense que Miller va à l'essentiel. Et ce qu'on veut voir dans ce genre de nouvelles, de bande dessinée, on va arrêter de se branler, c'est de la bagarre, c'est du sang et c'est tout. D'ailleurs, les scènes avec la reine pour accéder au conseil sont des scènes rajoutées qui n'apparaissent pas dans la nouvelle graphique, pour mettre en valeur le seul rôle féminin du film. Et je trouve pas ça spécialement très bien fait. Bah non, moi ça me rappelle un peu, c'est le même effet que Silent Hill, premier du nom, avec le mari de l'héroïne qui part à sa recherche dans un Silent Hill en ruine. Et toutes ces scènes-là, elles apportent rien au récit du film. Je trouve qu'elles lui nuisent plus qu'elles ne le servent d'ailleurs. Oui, surtout que quand tu vas voir le film 300, tu t'attends à vraiment des mecs musclés qui se battent contre des Perses, enfin l'armée perse, et voilà, tu t'attends pas à des jeux politiques qui en plus ont pas grand intérêt, parce que tu sais dès le début qui est traître, qui ne l'est pas. Oui. Ça tourne très vite en rond, et je trouve même que la scène au Sénat est juste malaisante. Alors non seulement elle est malaisante, toute la scène au Sénat où elle accède enfin à la possibilité de parler au conseil. Le conseil déjà qu'on voit arriver la reine. C'est pour ça que je dis, je sais pas trop quelle profondeur lui donner à cette reine. C'est quand même la reine, bordel. Elle arrive au conseil, t'as tous les mâles blancs là qui sont assis sur leur truc en pierre, qui se oh mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là, mais oh bah alors. Et ils sont étonnés et dégoûtés presque de la voir. Elle fait son laïus sur il faut aller aider mon mari qui fait la bagarre avec ses copains, s'il vous plaît. Tout ça pour au final s'entendre dire bah non, on va pas faire ça, par le traître qu'on a désigné comme traître et nous-mêmes identifié comme traître dès les 3 premières minutes de film, parce qu'il a la gueule du traître, ça se voit, il a un bouc déjà, donc c'est niqué. Mais c'est même pas, on l'identifie, on le sait. Il est avec un émissaire de Perse. Et il va lui dire la petite phrase de trop, elle va le planter, et au moment où elle le plante, il laisse échapper une bourse avec plein d'or dedans, et c'est de la monnaie estampillée avec la tête de Xerxès dessus. Et donc il est révélé en tant que traître auprès du conseil, mais pas auprès du spectateur. Ce qui est complètement con, parce que en soi, pourquoi il se balade avec cette bourse-là ? Évidemment, c'était écrit pour le scénario, parce qu'à un moment donné, il fallait que... Oui. Ouais. Donc c'est pas ouf. Ensuite, on a Xerxès. Donc le roi des rois, le dieu des dieux, le mec qui fait à peu près 2 bons mètres 50. C'est ça, ouais. Qui parle un petit peu comme ça. Qui parle, qui est en slip, avec énormément de chaînes et de piercing. C'est l'antagoniste principal du film, qui est censé être l'incarnation du plus grand des rois existants. Qui a un rôle très mineur en fait, on le voit que très peu. Et toutes ces interventions, moi je les trouve très drôles, parce qu'à aucun moment il impose du charisme. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a beau être très grand, avoir beaucoup d'apparat, énormément de piercing à des endroits improbables, genre 3-4 anneaux sur la joue,
Ayant été perceur, je peux vous dire que c'est de la merde. Mais admettons, enfin voilà, il est couvert de bijoux et il est surtout couvert d'un ego démesuré. Mais oui, non, ces apparitions, elles sont presque anecdotiques. Et comme tu disais, il a zéro charisme en face d'un Léonidas. Et on va pas mettre ça sur le dos spécialement des muscles. C'est vraiment le personnage de Léonidas qui arrête pas de gueuler tout le temps de toute façon. Et il gueule des choses simples et Mais cohérentes. c'est la façon de le filmer Oui, oui. aussi. Il est très dans la démesure en fait, les Xerxes. Mais je le trouve plutôt classe, moi, comme personnage. Parce que, bon, à côté de Léonidas, on se rend bien compte de qui a les plus grosses. Mais en tant que personnage, on va dire en tant que méchant lui-même, je trouve ce personnage super classe. Genre, il est auto-persuadé d'être un dieu, ce qui fait que son ego, en fait, c'est même plus de l'ego à ce niveau-là. C'est juste pour lui, c'est comme ça, c'est tout. Et avec cette voix et tout ça, je trouve que, moi, pour le coup, je trouve que ce personnage, en dehors de ses confrontations avec les Spartiates, je trouve que ce personnage dégage un charisme quand même énorme. Mais bon, après, ça C'est les goûts, ouais, puis c'est les goûts et les couleurs. Moi, il n'a pas fonctionné sur moi, Oui. mais j'entends que, Moi non j'entends plus, que mais après, pour oui, certains, ils puissent en imposer. Enfin, il est tout dans l'apparat et dans le look, donc évidemment, ça peut faire mouche sur plein de personnes, bien sûr. Totalement. Et dernier personnage plus ou moins important, on va dire, c'est Ouais, Quasimodo. j'allais dire Quasimodo, oui. Et j'aimerais bien que Vivien, tu nous en parles un petit peu. Alors, Quasimodo, Ephialtes, joué par Andrew Tiernan, en gros, imaginez-vous Quasimodo avec la cape de Superman, le bouclier de Captain America et l'épée de... Bah, une épée. Wonder Woman. Ouais. Et voilà, c'est le personnage qu'on a. Alors, dans la mythologie grecque, je suppose que ce personnage est réel, hein, c'est pas un personnage invité pour le film. Et c'est le personnage donc qui anciennement Spartiate, a fui après qu'il ait été caché par son père. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on est à Sparte, il faut naître fort, il faut naître entier, il faut naître comme un être humain en devenir Comme un Spartiate. C'est ça, faut naître T'es Spartiate. un homme, donc tu dois être Spartiate en fait. Et lui, c'est Quasimodo, donc tu t'imagines bien qu'avec sa sale gueule et ses déformations et ses bosses, ça passe pas. Donc il a fui et il va proposer son aide à Léonidas, en tant que courageux et fervent Spartiate, du moins fervent fils de Spartiate. Il va vouloir aider Léonidas. Malheureusement, dans de la gentillesse et dans du réalisme, Léonidas ne va pas vouloir de lui, ce qui va provoquer une forte jalousie, le faire passer de l'autre côté, et c'est le début de la fin pour les 300. Ce qui est intéressant moi, dans ce personnage, c'est que l'interaction qu'il va avoir avec Léonidas, quand Léonidas veut lui dire non, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pas rester avec nous, il le rejette pas avec dédain. Il le rejette, il lui explique, il lui met devant un fait. Tu ne peux pas être Spartiate car tu ne peux pas lever ton bouclier, du coup tu ne peux pas protéger tes frères. Et à aucun moment il il le lui rejette dit... pas vraiment. Non, il le rejette pas. D'ailleurs, il lui propose si tu veux, tu peux rester pour aider au campement, trouver de la nourriture, Oui, c'est ça. Il lui dit nettoyer le juste camp. qu'il Mais peut pas être un guerrier. voilà, il peut pas faire la bagarre parce que pour un fait simple, il ne peut pas lever son bouclier, ne pourra pas être efficace sur le champ de bataille. Et ce que Léonidas veut, c'est des gens efficaces, des gens comme lui. Mais c'était appréciable parce que quand tu vois la gueule de ce personnage-là, très rapidement, tu es tenté de dire oui, bon, d'accord, il va se faire têche parce qu'il est moche et ça va être un rejeté. Et pas du tout, en fait. Léonidas l'accueille au sein des siens, mais pas pour mener une guerre contre les Perses. Surtout que juste avant, le capitaine, lui, veut le tège comme un malpropre et Léonidas, lui parle plus avec empathie, on va dire. Même si empathie, c'est un grand mot dans ce cas présent. Ça montre que c'est un roi. Il est cohérent dans son rôle de roi, en fait. Il n'est pas là pour le rabrouer, mais il est aussi là pour lui dire non, mais ça va pas le faire, gros. Il y a un temps pour tout. C'est ça. Et donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le film. On va voir l'évolution de... Nous, on connaît pas l'armée perse, mais tu as toute une évolution pour bien te montrer qu'elle est énorme, qu'elle est presque invincible. Déjà, tu as l'arrivée du messager à Sparte. À Sparte, ouais. Donc, sûrement la scène la plus connue de ce film.
où comment dire, Léonidas. Léonidas et le messager discutent, parlent un petit peu tranquille. L'autre il lui dit bah soumets-toi à... Non, il dit quoi, de la terre et de l'eau. Donne de la terre et de l'eau, c'est ça, en guise de Ouais. soumission. En gros, soumets-toi et on te laissera tranquille dans ta petite comté là. Et, mais il n'est pas d'accord, Léonidas. Et Léonidas, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas d'accord? Eh ben, il invite les gens avec qui il est en désaccord à aller boire de l'eau directement au fond du puits, ma gueule. En mettant des gros chassés sa mère et en disant... This is Sparta! Mais pourquoi il lui dit ça? Bah parce qu'il lui dit que c'est Sparte et que Sparte ne se soumet pas, car Sparte ne se mettra jamais à genoux face à Non, l'envahisseur. il lui dit... Bah oui, mais c'est l'autre, il lui dit c'est de la folie. Tu sais, personne fait ça. Et l'autre, il lui dit bah en fait, ça c'est Sparte. Sparte, c'est un autre monde. C'est Faut rappeler quand même pas le commun des mortels. que le messager, quand il arrive, il brandit 3 crânes devant les portes de Sparte, avec qui sont les têtes coupées d'autres rois grecs. Ouais. Je crois qu'il y a Marathon. Athènes n'est pas tombé encore, il me semble pas aussi. Peut-être qu'Athènes est déjà tombée. Non, Athènes n'est pas tombé. Mais voilà, enfin, il arrive avec trois têtes de roi en disant nous, tu vois, moi mon chapelet c'est des têtes de roi, ma gueule. Donc à un moment donné. 3 têtes de roi et une bonne tête de con quand même. Hein. Une bonne tête de con. Et bon, bah il finira dans le puits. Ouais, avec ses copains. D'ailleurs, ce puits, c'est quoi exactement? Ça a l'air très profond comme puits. On n'aura pas d'explication spécialement en même temps. Est-ce qu'on en a vraiment besoin dedans? C'est juste moi qui me posais la question. Qu'est-ce que c'est que ce foutu puits C'est où ça? Moi, ouais, déjà, et il y a 2-3 trucs dans cette scène où donc les Spartiates butent la garde, on va dire, du messager, et tu vois bien qu'il y a un coup d'épée où c'est pas dans le corps, mais tu sais, c'est sur le flanc. Où quand t'es petit, tu mets entre ton torse et ton bras pour dire oh, on m'a tué. Et bah, t'as exactement ça. Et je trouvais ça très très drôle. Ce qui est surtout marrant, c'est le nombre de sang que tu vois qui t'éclabousse à la figure à côté du sang qu'il y a par terre. Je veux dire, les types se font démembrer en boucle et au sol, c'est propre, tu vois. Bah, il nettoie après C'est comme pour si pas tu glisser. passais le balai. Il nettoie parce que les Thermopyles, c'est quand même sur les terres de Sparte et que nous, Sparte, enfin, je dis nous, moi, j'y suis pas. Hein. Bah ouais. Et puis après, s'il y a du sang, tu glisses. Bah ouais, mais j'ai pas vu leur lavette, c'est pour ça je me demandais. Ah, mais ça, c'est parce que c'est hors champ. Et c'est ça. Et puis Quasimodo, il avait dit non, moi, je nettoie pas parce que nanana. Ouais. Parce que je peux pas le brandir à un balai. Du coup, est-ce que tu penses ça, que tout pendant ça. ces phases de nettoyage qui sont faits hors champ, est-ce qu'il nettoie au ralenti ou est-ce qu'il nettoie genre rapidement? Ah non, parce que je pense pas qu'il reste beaucoup de temps hors champ. Donc ils sont obligés. En fait, toute la phase d'accélération, elle se trouve là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour reparler encore, donc t'as Léonidas qui décide de partir avec sa garde personnelle de 300 bonhommes. Ça fait une belle garde quand même. Tous qui ont des fils pour pas que leur nom s'éteigne, sauf le capitaine qui en a plusieurs des fils, donc il a décidé d'en prendre un quand même. Un bon Logique, ouais, logique imparable. L'autre il dit ouais d'accord. Et ils vont donc ils décident d'avancer tranquille dans le foin. Et ils arrivent sur un village. Enfin un village, ce qu'il en reste. Et qu'est-ce qui se passe dans ce village? Dans ce village, il y a... Enfin, si on peut appeler ça un village, parce qu'en fait, ils vont arriver devant surtout des ruines en feu, un gros bordel, un gros massacre, et un enfant. Ouais, il va décrire des êtres horribles, monstrueux, qui ont tout massacré sur leur passage, tout pillé. Et ces êtres-là, on va les revoir plus tard, hein. Ce sont des hommes ou femmes, on ne sait pas, mais masqués avec des dents acérées, enfin bref, c'est des bêtes. Et au fond de ce village, tous les corps qui sont embrochés, attachés à un arbre, sur les branches, sur le tronc, et en fait c'est plus un arbre avec des corps, c'est des corps avec un arbre à l'intérieur. C'est une très belle sculpture, hein, mais éthiquement plutôt moyenne, on va dire. Bah, ils sont inventifs quand même les Perses, tu sens. Enfin, l'armée Ah perse, oui, tu non sens mais qu'ils ils ont sont- une patte artistique, ils ont une patte Il y a artistique, une envie hein, de très, créer très en forte, fait, il y a une l'armée envie de perse. délivrer un message. Après, je trouve quand même les fruits bizarres de cet arbre. Les mange pas, non, c'est déconseillé. Pareil, tu bois pas l'eau des fontaines qui sont à côté, c'est bon. Oui. Ne bois pas l'eau du puits d'ailleurs. Oui, bah, y a pas... En fait, on mange pas et on boit pas hein, dans ce village. Ben non. C'est plus simple, je pense. Et là, ils rencontrent des Arcadiens. Et donc c'est pas des petites bestioles qu'il y a dans les lits, ça c'est des... Pensez à aérer vos chambres et vos maisons pour les éliminer.
Et c'était un message de la prévention sanitaire de l'État. Et donc il arrive devant ces Arcadiens, et donc le chef des Arcadiens, Arcadien numéro 1, il arrive, il fait Léo, t'as pas appris un peu, pas beaucoup de monde là quand même? Il fait t'inquiète, les nôtres sont préparés. Et puis il demande à chaque 3 Arcadiens leur métier. Donc chacun va dire potier, sculpteur, forgeron. Donc l'autre il dit ok, et il fait donc il a cette belle phrase qui est et vous Spartiates, quel est votre métier? Et ils vont tous répondre quoi? Aouh! 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 Ma foi a un peu craqué sur les deux deuxièmes, ça part. Mais c'est pas une réponse, ça. C'est Spartiate, quelle est votre profession? Aou. Non. Alors c'est peut-être un métier chez les Spartiates. C'est très classe. C'est très classe, ça résonne dans la vallée, c'est super. Mais tous les aou du film, ils sont ultra cool. Parce que tu sens, tu sais, c'est une seule voix qui se lève. C'est comme quand dans un endroit ou dans un stade, t'as tout le monde qui chante en même temps. Ça a toujours un truc impressionnant. Un petit pincement, quoi. Mais donc, on sait toujours pas quels sont leurs métiers. C'est tout. C'est des soldats, connards. C'est des soldats. Moi, ils le disent pas. La réponse à quelle est votre profession, c'est aou. Donc, ils auraient peut-être pu dire Spartiate, bagarre, coiffeur. Je sais pas. J'ai levé le bras en l'air un peu engagé. T'es vraiment là-dedans. Je suis devant mon setup. Je suis devant mon setup avec le bras en l'air. Genre, ouais, nous, on veut. Waouh. Tu penses qu'il y en a un dedans qui est dessinateur d'abdos? Eh bah oui. Toutes les retouches sont faites entre deux prises, hors champ, pendant qu'il nettoie les thermopiles. Ils sont là. Léonidas, viens voir ça. Oui, viens voir. Voilà. Oui, il s'est fait à l'aérographe. Hop, il redessine les abdos. Pour ça, des fois, il en a 8, des fois, il en a 6. Et là, on va aller un petit peu plus vite. Ils arrivent au thermopile, ils décident de construire. Enfin, non, il y a la tempête. Il y a beaucoup de bateaux qui sont détruits sous un effet ralenti que je trouve ultra beau. Un des effets ralentis du film. Enfin, l'effet ralenti du film, et de temps en temps, il y a un effet non ralenti dans le film. C'est plutôt ça, Olivier. C'est ça, parce que le film va quand même. Enfin, le film durerait 30 minutes. Il aurait dû s'appeler pas 300, mais 30. Parce que le film est quand même très ralenti. Mais le film ne dure pas 300 minutes non plus, t'abuses. Ouais, vous êtes dans l'exagération, monsieur. Et là, il va y avoir donc ces scènes de bagarre. Et là, il y a, pour moi, l'effet ralenti que je trouve le plus sympa de ce film. C'est un plan séquence où donc la caméra suit l'avancée des Spartiates, donc en 2D pour ceux qui ont la culture jeux vidéo, ou sinon c'est sur un plan fixe. C'est un scrolling horizontal. Un scrolling horizontal, merci Olivier. Et je trouve cette scène de toute beauté, parce que la chorégraphie est folle. Et c'est surtout, en fait, ce que je trouve vraiment cool dans cette scène, c'est les effets de ralenti. Des fois, c'est des ralentis lents, des fois, c'est des ralentis un peu plus rapides, des fois, c'est des ralentis lents. Et je trouve ça... Waouh. C'est un plan séquence qui est saccadé, en fait. Il est saccadé. Tout va être au ralenti. On va suivre l'avancée des Spartiates avec quand même La caméra va privilégier évidemment Léonidas qui est au premier plan. Derrière, il y a le carré de Spartiate qui est à 1 mètre de lui. Derrière, ils avancent. Donc à l'horizontale avec un plan de caméra qui va avancer horizontalement de la gauche vers la droite. Et tout est au ralenti. Du coup, les capes volent au ralenti. Il y a vraiment des beaux mouvements. Et dès qu'il va y avoir une frappe de lance, un coup de bouclier, machin, le rythme s'accélère. Donc du coup, ça saccade. D'un seul coup, c'est au ralenti et ça devient très rapide pendant 1 seconde à peine. Et on repasse en ralenti pour continuer de suivre l'avancée des Spartiates. Et oui, c'est très très esthétique, c'est un très joli plan séquence, si tant est que c'en soit vraiment. Vous voulez dire au premier fight? Oui, le premier fight, oui. Ce qui est intéressant, je trouve, dans toutes ces successions de bagarres qu'il va y avoir à partir du moment où ils sont au thermopile, il faut comprendre qu'une fois que les Spartiates sont arrivés au thermo, c'est fini, c'est plié, il n'y aura plus d'autres décors. Ce sera de la bagarre en bord de mer, plutôt sympathique, une petite brise qui rafraîchit les combattants. Du décor incrusté, Oui. Énormément, beaucoup de ralentis. Et les successions de fights qu'il va y avoir, les Perses vont arriver par vagues successives avec quelques heures de répit, j'imagine, entre le moment où la première vague s'est fait dézinguer, etc. Et la suivante. Et là, ça me fait rebondir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport cette notion de jeu vidéo. Parce que chaque vague qui va arriver est censée être des guerriers plus puissants que la vague précédente. On en voit vraiment les péants
à la première scène, celle dont on vient de parler en plan séquence, qui se termine par une avalanche de flèches où bon bah ça va, ils ont un bouclier donc tout va bien. Et la vague suivante qui va arriver, je crois que ça va être les assassins, donc des ninjas vampires apparemment, parce qu'ils ont quand même les dents C'est taillées les en pointe, immortels. etc. Les immortels, ouais, c'est ça. Et chaque vague sera censée être de plus en plus puissante et va se faire repousser et repousser encore par les 300 Spartiates. Bah, en fait, t'as tous les. Enfin, t'as des peuples qui ont été soumis à Xerxès. Oui, c'est ça. Et c'est. Tu vois. Mais là, vu que je pense qu'on a déjà fait bien le tour du film et que vous avez compris son pattern, hein, ça se répète encore et toujours de la même façon, sauf la fin où on en parlera un petit peu. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez une scène qui vous a marqué plus qu'une autre et savoir ce que vous avez ressenti. Ah non, pardon, je suis pas dans le bon. T'es pas dans format. le. Et non, mais on est-ce que s'embrouille, vous hein, avez trop de trucs, une. hein. C'est ça. Est-ce que vous avez une scène qui vous a plus marqué que les autres? Et si vous deviez parler de 300, ça serait cette scène-là que vous mettriez en avant. Donc, Vivien, nous t'écoutons. Ouais, j'ai une scène, je sais que je suis sûr qu'elle vous a pratiquement pas fait d'effet vu ce que vous avez dit sur Xerxès. Mais la première fois où Léonidas et Xerxès vont se rencontrer, où Xerxès arrive sur sa pyramide de marbre portée par des centaines d'esclaves, et où on se rend compte qu'il fait 2 mètres de haut, qu'il a la voix de Shaq, enfin bref, où moi justement c'est à ce moment-là où je me suis dit putain Xerxès c'est classe. Et bah cette scène-là où il rencontre Léonidas en premier, où il lui parle, où il se met derrière Léonidas et où il lui prend par les épaules et il essaye de le faire plier en fait un petit peu. Cette scène-là, je la trouve très classe. De plus que Léonidas ne va jamais plier et va l'envoyer chier très, très gentiment en lui disant que avant la tombée de la nuit, avant l'aube, tout le monde aura vu un dieu saigner. Il lui envoie des fions dans cette scène-là. Elle est géniale cette scène, hein, Mais pour le coup. je trouve. ouais. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup cette scène. Enfin, pas pour l'impact qu'a Xerxès, mais c'est pour leur dialogue. L'autre, il fait agenouille-toi. Ouais. Il fait ah, je me serais bien agenouillé, mais avec le combat de ce matin, j'ai quelques crampes. C'est ça, il Donc, lui je envoie peux des pas. fions. Ouais. Non, elle fonctionne bien. Alors, j'ai juste un problème d'échelle dans cette scène, la toute fin, justement, quand Léonidas lui tourne le dos. Ils ont fini, pour Léonidas, la discussion, elle est terminée, il lui tourne le dos, et donc là, Xerxès descend de son trône, s'approche de lui en marchant sur le dos de ses esclaves, parce qu'il faut bien un escalier pour descendre cette pyramide. Il va lui mettre les mains sur les épaules, sûrement pour le faire fléchir. C'est une réflexion intéressante, Vivien. Il y a un problème d'échelle. Je pense que ça passe mal à la caméra. Ils ont voulu le rendre plus grand qu'est le comédien, je pense. Et donc ils ont dû utiliser un procédé qu'on a pu déjà voir, je pense, dans Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Les scènes entre les Hobbits Mais et attends, je Gandalf. comprends pas. Tu parles d'échelle et juste avant, c'était des escaliers. Ouais, désolé, ça va trop vite pour toi, je sais, Doudou, mais... Bah ouais, je comprends. Et je trouve que Xerxès est disproportionné, en fait, dans le cadre, par rapport à Mais Léonidas. je pense que c'est fait exprès. Peut-être, mais sur moi, ça m'a gâché mon plaisir parce que ça m'a fait sortir un peu du... La scène est très prenante, elle est vraiment enivrante, mais quand il arrive sur lui, je fais ah, c'est moche. J'ai trouvé ça moche. C'est vrai que c'est décalé un peu, mais en même temps, t'as vu la gueule du film. Et oui, je veux dire, bien sûr. Le film entier est décalé, tu vois. Sur le coup de l'échelle, ça va parce que tu sais, il a des grosses mains et tout, donc c'est pas genre il a des toutes petites mains et une très grande taille. Oui, non, c'est juste l'échelle entre les deux personnages. Si tu vas, c'est difficile d'expliquer comme ça, mais je trouve il y a un ratio. Je le trouve trop grand. Ouais, il y a un ratio de cadre qui est fait bizarre en fait à l'image. Et je sais pas si c'est juste un effet spécial qui a été un peu bâclé ou si c'est une intention de réalisation et que du coup c'est juste moi qui suis insensible à ça et qui trouve ça bizarre. C'est aussi tout à fait possible, hein. Bon, on va pas faire débat. La scène reste très bien, quoi qu'il en soit. Mais non, mais je vois de quoi tu parles, genre la distance un peu. Enfin, genre. Ses bras paraissent trop longs parce que son corps paraît trop loin par rapport à ses mains, non? Oui, c'est ça. Et puis sa tête a l'air Moi, c'est ce que très ça m'a fait un grosse. peu. Enfin, c'est voilà, il y a bon, bref, c'est pas très grave en soi. Ouais, non, mais je vois. Olivier, la tienne? Ouais, alors je pense que je mettrais une bille sur la scène de fin. Au moment où Xerxès arrive avec toute son armée et que Léonidas est là tout seul. Derrière lui, il y a 300 mecs, enfin 298 mecs cachés, parce qu'il y en a un qui est mort, ou plusieurs qui sont morts. Enfin bref, il y a quelques mecs cachés dans des boucliers qui font une espèce de grosse coquille de tortue, une grosse coque de tortue. Léonidas est devant tout seul et c'est le narrateur qui raconte ce qui est en train de se passer, alors que le narrateur, on l'a vu quitter le champ de bataille, donc il raconte une histoire un peu sublimée. Et on voit Léonidas se mettre à genoux.
Il laisse tomber la lance, il laisse tomber le casque. Le narrateur dit son casque l'étouffe, son bouclier est trop lourd, sa lance, blablabla. Et il se laisse tomber à genoux devant Xerxès. Donc Xerxès, il se frotte un peu les mains, tu vois. Il fait, ça y est, c'est moi qui c'est bon. Et d'un seul coup, il appelle un de ses hommes qui était dans la carapace de tortue. Et le gars va lui sortir au travers les boucliers, prendre appui sur le dos de Léonidas pour aller poignarder quelqu'un. C'était un peu surréaliste et ça servait pas à grand chose. Il aurait pu le poignarder à côté. Et C'est l'effet de surprise. c'est ça, mais c'est surtout en fait ce que dit le narrateur derrière. Son casque l'étouffait parce qu'il l'empêchait de bien viser. Son bouclier l'était trop lourd parce qu'il allait l'empêcher, parce que sa cible était très loin. Du coup, il fait complètement l'analogie de ce qui a été dit juste avant. Et je trouve juste la narration à ce moment-là et la mise en image géniale. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est très classe. Et en fait, le truc qui est vraiment classe, c'est que si tu arrives à te rendre compte de la réflexion que tu peux avoir derrière sur le fait que tout ça, c'est raconté par un personnage qui ne peut pas avoir vu ça, qui ne peut pas avoir entendu ça. Oui, parce qu'il a quitté le champ de bataille juste avant cette scène-là pour que, justement, il aille raconter l'histoire de ces 300 qui ont défendu les Thermopyles, parce qu'il a perdu un œil au combat, bêtement. Donc, un œil pour un Spartiate, c'est pas grave, puisque, comme il le dit lui-même, les dieux m'en ont donné un de secours. Très bien, d'accord, parfait. Vaut mieux penser le verre à moitié plein. C'est ça. Et Oui. donc, il n'est plus sur le champ de bataille à ce moment-là. Et c'est là qu'on quitte. Le narrateur, c'est lui qui nous narre l'histoire depuis le début. Depuis le début du film, c'est sa voix off à lui qui nous raconte tout ça. Mais à la limite, tout ce qu'il nous raconte depuis le début, il était censé être globalement tout le temps là. Donc tout ça, il a pu le voir. Et là, on rentre dans la légende. Ce qu'il nous raconte là et ce qui est mis en image, il rentre dans la légende des Thermopyles en fait. On sort du cadre du quelque chose qui aurait pu être vaguement historique, parce que la bataille des Thermopyles, c'est quelque chose qui fait partie de la Grèce antique. Mais là, on rentre dans le superbe en fait, puisqu'il n'était plus là. Et toi, Kevin? Bah moi, c'est la toute dernière scène du film. Quand Léonidas n'est plus là, parce que je le trouvais un peu chiant, et quand les 300 ils sont plus là, parce que je les trouvais un peu chiant. Non, c'est quand il en reste le narrateur qui est en train de raconter donc son histoire sur la fin et qui explique que c'est un an plus tard et que voilà, ils sont maintenant. Il y a Xerxès qui revient et lui et ses 10 000 Spartiates et les 30 000 Athéniens vont foncer contre les 100 000, je crois. les Perses, C'est 100 000, et que c'est 3 fois le montant de leur armée qu'ils vont affronter en face, ce qui est tout à fait honorable pour un Spartiate. oui, il fait 3 pour 1, c'est honorable. Et j'aime beaucoup cette scène parce que j'ai eu un petit frisson quand ils commencent à tous courir en criant waouh, aou, aou. J'ai trouvé ça très très bien. Ça a clôturé bien le film, je trouve. Et voilà. En fait, tu comprends d'un seul coup à qui le narrateur s'adressait. C'était pas du tout au spectateur en fait. Il était en train de galvaniser ses troupes de ouf. Ah non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Exactement. Mais voilà, il galvanisait ses troupes. Alors, il les a galvanisés longtemps. D'ailleurs, si la bagarre, ils ont décidé entre les deux chefs d'armée que ça allait commencer à 10h, c'est que les mecs sont réveillés depuis un moment quand même. Parce que déjà, tu te lèves, il y a le petit déjeuner, faut astiquer sa lance, préparer ses boucliers, machin. S'assurer que les 30 000 gars Après- sont là, c'est déjà pas évident. Après, je pense pas que le mec des fois il fasse et Léonidas. Il a moins de ralenti, je pense, en sa phrase. Bah, s'il était raconté normalement, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide. Bon alors, les gars, il y a 300 gars, ils sont partis à l'enclasse de mer, bagarre, Léonidas est mort, et maintenant c'est la bagarre. Ouh, ah ouh. Putain, mais on ouais, devrait en faire un en gros. C'est vrai, on dirait un en gros. Étonnant, non Ouais, on dirait un en gros. Ce qui sera sorti. Non, pas encore. Peut-être. Surprise. Non, il arrivera en fin de semaine, je crois. C'est le 4. En gros 4, ouais, il arrive la même semaine. Bah, il arrivera vendredi là. Vendredi, Oui, il c'est le arrivera 03. vendredi. Une semaine que de 300. Oui, mais il arrivera le vendredi de la semaine de 300. Donc là, on a parlé de nos scènes, trucs. On a parlé même de la fin, tout ça. Donc Léonidas meurt. Et il fait saigner Xerxès, ce qu'il lui avait promis. Et Léonidas, c'est un homme de parole. Et c'est très fort en fait, parce que le film s'arrête sur une défaite des Spartiates. Si on s'arrête d'un point de vue très sémantique, Léonidas est mort, les 300 sont morts, donc le film se termine. S'il se terminait là, on dirait. Sur une victoire. Oui, mais il se termine sur une défaite de Léonidas à la base. sur une Oui, mais défaite il a de César. dit à Dionysos, c'est une victoire. Et l'autre, il a dit, maintenant, je comprends, un an après, qu'est-ce que c'est le mot victoire. Mais Oui, c'est ça, parce que le but de tout ça, finalement, c'est que. Parce que si tu regardes bien l'attitude de Xerxès au moment où la lance de Léonidas le touche et lui le fait saigner, il lui arrache les piercings qu'il a autour d'une de ses joues. Et Xerxès, au départ, il met la main de douleur sur sa joue qui saigne. Et il y a un plan assez furtif
on revient sur Xerxès où il se cache de ses hommes. Il cache le sang de ses hommes. Et c'est là que ça fait tout de suite écho à ce qu'avait promis Léonidas plutôt, lui disant avant l'aube, mon cul sur la commode, machin là, tu vas saigner ma gueule. Tu vas tellement saigner que même ta mère, elle aura jamais eu des règles comme ça. Il lui dit pas comme ça, mais c'est dans l'idée. Il lui dit pas exactement comme ça. Mais dans l'idée, il lui dit quand même, tu vas saigner, aou aou aou. Exercès saigne. Et vu qu'il est proclamé Dieu roi, un dieu ne saigne pas. Non, bah non. Mais il y a une super émission de chronique fiction dessus. Oui, tout à fait. exactement, Oui, tout à fait. Que je n'ai pas vu, mais elle est remontée plusieurs fois dans ma timeline, donc il faudra que je la regarde maintenant qu'on a parlé du film 300. En tout cas. C'est exactement ce qu'ils disent dans l'émission. Ils ont tué un dieu en le faisant saigner comme un homme, quoi. Ne pas avoir tué Xerxès maintenant, c'est aussi c'est la victoire. Parce que tu montres à tout le monde que c'est pas un dieu, mais un humain. Vous pourrez Humain retrouver très la grand, chronique, le chronique fiction, donc l'épisode dont on vient de parler, en lien, En fiche. en fiche, Si on n'oublie pas. si on n'oublie pas, ou en description, si on n'oublie pas. Vous avez vu comment on est complètement sorti de là, non, là, non, là, ah non, bah là. Voilà, cette vanne, c'est fini maintenant. Tu l'as fait. Tu l'as Ouais. quand même. On le faisait pas. Ouais, et tu ouais, l'as on l'a quand même fait, ouais, espèce de ouais. connard. Il s'agirait de grandir. À un moment donné, les vannes sont faites pour mourir. Et nous, ici, Exactement. on va Comme pas Léonidas. faire comme les licences de films qu'on saigne Exactement. à tire-larigot. À un moment donné, Grave. on laisse les vannes mourir pour en laisser Exactement. naître de nouvelles. Kevin, je voulais savoir, tu comptes parler de l'iconographie picturale avant la fin du Exactement, podcast ou pas c'était mon prochain, Ok, mon vas-y. prochain truc. Alors, nous allons entrer dans un très vaste sujet, l'iconographie picturale. Et je sais que Vivien est très attaché à l'iconographie picturale. Je suis très content Ah d'accord, t'avais pas du tout. je suis très content de réussir à dire ces deux mots sans me tromper. Et donc, Vivien, s'il te plaît, introduis-nous à l'iconographie picturale de ce film. Je t'ai vu venir à des kilomètres, Espèce Kevin. d'enculé de Je t'ai merde. vu venir, mais comme ça, là. Attends, non, attends. Il faut expliquer. Juste avant ce que vous n'avez pas entendu, parce que je l'aurais sûrement coupé comme un connard, il y a Vivien qui dit... Il s'est rien passé. comptes-tu Tout ça, ça parler de, n'existe pas. de l'art pictural, hein, parce que c'est important. Et Kevin de lui répondre, mais oui, t'inquiète pas, c'était la première, la prochaine chose sur ma to-do list, blanc. Donc nous allons maintenant aborder un sujet à la fois croustillant et profond, pictural. Vivien, est-ce que tu as des choses à dire sur le sujet? Et là, moi, j'arrive et je dis, attends. Comment je t'ai grillé à des kilomètres, Kevin? Parce que je lui avais dit juste avant. Non. Ça, là, t'es en train de faire du faux avec du faux, Olivier. C'est juste parce que je demande à Vivien, t'es jaloux. Alors, Olivier, si tu veux nous parler de l'iconographie picturale de ce film, vas-y. Vivien en parlera après. Mais oui. vos accusations comme quoi que j'allais pas en parler, elles me blessent énormément. Alors parce que c'était un grand pan de cet épisode, j'ai fait exprès d'aller vite dans le scénario et tout ça pour qu'on puisse parler au moins 10 minutes de l'iconographie picturale, ok? Et donc maintenant qu'on en parle d'iconographie picturale, bon Olivier, je te laisse commencer pour l'iconographie picturale. Tu peux le redire juste une dernière fois, juste pour moi. Iconographie picturale. Très bien, vas-y, Vivien. Tout ça pour Je ça. suis sûr que le terme iconographie picturale soit exact. Moi non plus, mais c'est toi qui l'as dit, donc je m'en fous. Vous l'aurez compris si vous avez vu le film, ou même si vous l'avez pas vu, on a un peu dit ça tout à l'heure en parlant de nos scènes préférées. Le film a une gueule chelou. Le film a une direction photographique très étrange et en fait c'est du Snyder, j'ai envie de vous dire. Attends. Il y a C'est ça, toujours un- iconographie picturale? Non, c'est pas ça, c'est d'accord, pas ça. parce que Mais moi aussi je pouvais le j'introduis dire ça. ça. Hein. Là, c'est la préface. Et il a une iconographie et une photographie très étrange, très bruit. Très Snyder. Très bruiteuse, très grain, très jaune, voilà, très Snyder. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je peux vous parier que dans toutes les séquences de film, sauf les séquences qui se passent avec la femme du roi, là, la reine, dans toutes les séquences du film, La femme du où il y a des roi, Spartiates, la reine. donc dans toutes les séquences où Léonidas est plus ou moins présent, je peux vous parier qu'il y a au moins, enfin dans toutes les scènes où il y a ça, il y a au moins un plan qui peut vous faire penser à un tableau historique, un tableau religieux, un tableau mythologique. J'en veux pour preuve un des derniers plans, enfin le dernier plan où on voit Léonidas, juste avant qu'on voit l'armée du blond. Putain, avec un j'allais en seul œil parler de et tout Jésus. ça. Exactement. Léonidas, et
c'est Jésus sur ce plan. C'est un tableau où on voit Jésus, où on voit des anges, où on voit des corps, on voit tout ce qu'on veut. C'est vraiment un tableau religieux et c'est fait pour. Et dans tout le film, tu as des plans comme ça qui sont clairement des tableaux historiques, mythologiques et religieux, ou du moins des références ou juste simplement des originaux. Et tu te dis, waouh! Je suis d'accord avec toi sur ça. Il y a vraiment des moments clés, des scènes, voire même le plan de la mort de Léonidas vu du dessus. Je pense que. Alors peut-être que c'est d'inspiration mythologique. Je pense surtout que Snyder a été chercher ça comme un copier-coller d'image de la nouvelle graphique. Et la nouvelle graphique, peut-être elle-même, est inspirée d'art pictural divers et variés de la Grèce antique. Mais c'est je sûr. pense que par moment, il y a des scènes, des plans, des arrêts sur image et des choses qui sont un copier-coller de la nouvelle graphique. Un peu comme... À la preuve, le générique de fin. La preuve, le générique de fin. Un peu comme dans le film The Crow, il y a des moments, il y a des scènes, tu mets un arrêt sur image, tu le compares aux comics, c'est point pour point, à la couleur près, parce que de toute façon c'est en noir et blanc, hein, le comics, la même chose, au grain près. Et je pense que là c'est pareil. Mais là, pour le coup, voilà, c'est cette image de fin, qu'elle soit présente ou non dans la BD, c'est vraiment, comme l'a dit Kevin, Léonidas c'est vraiment représenté comme Jésus, les bras en croix. Il est littéralement empalé, comme à la place de clous, c'est des flèches, mais il est littéralement empalé par les bras et les jambes. Il est voilà, et autour tu as tous ces soldats qui lui tendent certains de ces soldats qui lui tendent la main avec leurs capes qui font comme des ailes, comme du vent. C'est à la limite du religieux, ça, en fait. Je pense que c'est inspiration religieuse. Ouais, et puis ça fait, si on extrapole un peu, ça fait le prophète entouré de ses apôtres qui est mort. C'est très intéressant si on voit ça comme ça et si ça a été voulu faire comme ça, parce que là, à ce moment-là, il vient de faire saigner un dieu. Et maintenant, il est représenté comme Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout un univers religieux sous-jacent en fait à ce film. Et enfin, c'est pas sous-jacent, c'est présent. Hein, c'est les dieux, les faux dieux, tout ça, et l'importance que les faux dieux ont dans l'histoire. Mais là, c'est du littéral. On te le met à la gueule. On fait saigner un dieu et on te présente Jésus. Enfin voilà, je trouve ça super intéressant. Bon, on va pas se mentir. Hein. Si c'est là, c'est que ça a une signification. Surtout que. Oui, Snyder fait pas. Oui, surtout qu'un plan comme ça, tu peux pas le faire par erreur. Oui, c'est vrai que. Si on peut pas. Avec. On peut pas être dans la surinterprétation de celui-ci en fait. L'autre, on le voit, il a les bras écartés. Vraiment, c'est Jésus allongé avec comme tu l'as très bien expliqué tout ça. Donc oui, je pense qu'il y a toute une analogie sur le fait un faux dieu terrassé par un humain. Enfin, terrassé, oui, tout ça par. Donc je pense que oui, l'imagerie est très importante. Dans tous les cas, Schneider, l'imagerie est très importante dans ses films. Oui. Et c'est vrai qu'on a cette espèce de reflet tout au long du film très, comment dire, je dirais pas sépia. C'est vrai qu'on serait pas sur du noir et blanc. Si ce film devait être sans couleur, on serait sur du sépia. C'est du sépia, c'est orangé par moment. T'as l'impression qu'ils ont voulu nous faire croire que ça avait été tourné à Miami ou en Californie. C'est ça. C'est le Los Angeles de Attraper l'espadon. Ouais, mais c'est exactement. Ça, le teint, c'est sépia et excessivement saturé. Mais un truc que mes souvenirs avaient déformé, c'est que dans mes souvenirs, le rouge était plus rouge, plus flashy, on va dire. Il est pourpre, il est sale, surtout leur cape, etc. Il est très écarlate, ouais. Elles sont écarlates, oui, et elles sont sales, très vite, elles sont sales, et elles sont même en lambeaux. Mais oui, dans mes souvenirs, le rouge était beaucoup plus prononcé, en effet. Conclusion. Pium, 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 pium. Olivier. Ok, voyez ce film. C'est un grand moment de détente, c'est un vent frais au ralenti, donc faut pas attendre le vent pour qu'il arrive trop vite, mais il va vous rafraîchir quand même. C'est de la bagarre, c'est décomplexé, c'est complètement assumé, c'est un film esthétique à fond, filmé sur fond vert, la plupart du tout le temps, et au ralenti, tout le temps, mais les scènes de combat sont épiques, les dialogues sont amusants. Il n'y a pas tellement de remplissage parce que le film il prend pas tellement le temps de se poser. Il a des défauts et l'image et l'esthétique peut être le défaut de ses qualités, si j'ai envie de dire, parce que ça plaira pas à tout le monde.
C'est du Snyder, donc de toute façon, ce sera esthétique de bout en bout. Comme Bay, il fait tout exploser, Snyder, il esthétise tout le temps. Et c'est un film qui est vraiment beau à voir dans sa conceptualisation. C'est inspiré, c'est les mêmes procédés qui ont été utilisés dans Sin City de Rodriguez pour le rendu, etc. Donc, si vous aimez pas trop les têtes et les membres coupés, même si c'est au premier plan, mais que ça va très vite au ralenti. Cette phrase n'a pas de sens, mais pourtant c'est le cas. Là, peut-être mettez un warning dessus. Ça décapite et ça tranche quand même pas mal. On y va beaucoup. Mais à côté de ça, allez-y, foncez. C'est 1h40, je crois, de délire visuel assumé. Ce sera pas intéressant parce que c'est pas un film historique, mais du tout, hein, vraiment, comme c'est pas un péplum. Mais si vous êtes sensible à l'image, vous passerez un bon moment. Donc oui, je valide, c'est bien. J'ai bien aimé, c'était bien. Et toi, Vivien? Alors, petit fait historique, les films tournés entièrement sur fond vert comme Sin City ou 300, qui sont tous deux des bons films, je pense on est d'accord là-dessus tous les trois. D'accord, Kevin? On n'a pas encore traité Sin City, donc je préfère garder mon avis pour moi-même. D'accord. Ça existe depuis 2004 avec Sky Captain, un film de merde sorti en 2004, tourné entièrement sur fond bleu, avec Angelina Jolie. Et bah pareil en fait, ça a toujours la même esthétique très particulière, sauf que comme quoi cette esthétique peut faire des choses bien. Le fond vert a ses avantages et Snyder en a fait un des plus gros avantages, étant donné que le film 300 est, je pense, considéré un peu comme un film culte des années 2000. Bref, ouais, c'est un film à regarder vraiment celui-là, hein, pas forcément à écouter. Le son n'est pas très intéressant. Regardez-le et passez un bon moment. Si vous n'aimez pas l'esthétique, si vous n'aimez pas l'esthétique dès le début, vous ne risquez pas forcément de l'aimer par la suite parce que bah c'est ça pendant 2 heures quoi. Mais ça reste un bon moment si vous arrivez à passer outre cette particularité. Voilà, à toi Kevin. Bah, mes copains ont tout dit. C'est un film très esthétique, donc à voir. Enfin, je pense que même pour ne serait-ce que sa culture cinématographique, c'est un film à découvrir. Pour tout ce que... Enfin, la façon de filmer et tout ça qu'a Snyder. Pour ma part, c'est un très bon Snyder. Et c'est un bon divertissement. J'ai beaucoup aimé ce film. J'étais content quand Olivier nous l'a annoncé. Ça passe plutôt vite, malgré les quelques lenteurs dues au ralenti. Mais non, ça passe. Très bon film à voir. Donc bah voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on a aimé ce film? Faites des trucs sans moi ou... Bah non. Un cerveau, 2 corps. Ah mais c'est pour ça, je comprends mieux. Et vous en comprendrez Felf. toute la substance de cette phrase dans quelques mois. À la naissance de notre premier enfant, Kevin et moi. On est très contents de vous l'annoncer. Voilà, alors moi je ne pouvais plus te tenir, je pouvais plus. J'en étais sûr, espèce de merde. De quoi? Kevin, t'es enceinte. J'ai pas... Voilà. Oui, mais je voulais pas l'annoncer comme ça. Je voulais faire une baby shower. Et... Baby shower. Ah oui, c'est quoi? C'est pas baby shower, c'est baby... Si, c'est ça. Ah, c'est ça en plus. C'est une douche de bébé. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Oh! Comme ils font au début du film 300, ils jettent les bébés. Quoi? Comment? Pardon. Bah, dis-moi, Kevin, de quel film on va Oui, parler Kevin, la semaine oui. prochaine? Dis-moi, Kevin, on va parler d'un film. Dis-moi Kevin. Moi, Kevin. Et Ah, je te déteste. Je te pisse à l'arrêt. qui ça, moi ou Vivien? Bah toi, dis-moi Kevin. Kevin. Excuse-moi, mais je porte notre enfant, ok? Je suis distrait. Tu vas pas distrait. Ah non, C'est c'est une pas la même dictature. chose là. Dictature. C'est un C'est bon, diapason. on s'est calmé. Diapason. Non, t'as pas réussi là. Non. J'en ai marre. Non, ça marche pas comme ça. Donc, oui, à la semaine prochaine, donc pour l'épisode prochain de Faites entrer le film, Oui, merci. Bravo. Oui, c'est ça. nous allons nous attaquer à un très grand réalisateur. Oula. Denis Villeneuve, donc oui, c'est pas mal. Ah oui, ça va. Avec le film Prisoners. Oh. Yeah. Comment? L'ascenseur émotionnel de Vivien.
Yeah. Oh le bâtard. C'est un film que je n'ai pas vu. Donc je suis Et moi, c'est un content. film moi que non j'ai plus. vu au cinéma et que j'ai beaucoup aimé. Et Ben, voilà, on a la conclusion de Kevin, du coup, c'était bien. Voilà, bon bah du coup on saute le 46, on se retrouve au 47. ouais, oui, voilà, on va faire ça. Donc le 47, l'épisode 47, ça sera... je vais pas le dire tout de suite parce qu'après, ça va gâcher le plaisir de Vivien. Le fils du masque 2. Le retour. Ça n'existe pas, ils ont jamais fait ça. Non, ils ont pas fait ça, il n'y a pas de ça. J'ai pas cherché, mais il n'y a pas. Ça n'existe pas. Non, il y a pas. Il n'y a pas. Il y a eu pas. The Mask, Pépite. Il y a eu, cette espèce de film de The merde. Mask, pas Pépite. Il y a le fils du masque 2, le film de merde. Et il n'y a rien après. Le masque, après, ils l'ont tué, ils l'ont enterré, il n'y a plus. Il n'y a rien. C'est quand même très comique parce que ce film de merde, comme on dit, un des pires qu'on ait pu regarder depuis qu'on a commencé à enregistrer ce podcast. Oui, le pire. Parle le plus. Oui, déjà, c'est pas le pire. Et c'est déjà celui qu'on... Mais on a créé tout un truc à cause de ce film. Ce qui est incroyable quand même. C'est peut-être ce film qui nous a unis. Ah bah non. Dans les liens sacrés du... Non, Non, parce que c'était l'épisode 23. C'est l'épisode 23, fils du masque. Je sais parce que j'adore notre travail. Et c'est l'épisode 23. Est-ce que tu l'écoutes tous les soirs avant de dormir? Est-ce que c'est vraiment l'épisode 23? Attends, j'ai dit ça random, j'ai fait des guillemets. C'est pas le 22? Ah, c'est l'épisode 22. Ah, c'est bon, je me suis trompé. Ça va, c'est bon, c'est bon. C'est tout pour nous. À la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-nous si vous voulez des lives, des trucs, des machins. Il n'y a plus personne qui écoute à ce moment-là. Donc, Oui, on peut dire à peu donc, près. Donc on peut dire tout ce qu'on veut. Ouais, c'est Bye vrai. bye, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao, ciao. Des bisous. Va te laver les dents, Constantine. Et ça fait, et ça fait, et ça fait, ça fait du bien. Pa, 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 pa.